Bonjour, voici la suite des aventures. Chapitre 6. La peste fait homme. La maison d'Etcheverry ne désemplissait pas. Isco venait de sauver d'une noyade certaine quelques-uns des meilleurs marins de la cité. Beaucoup s'arrêtaient sur le pas de la porte, le bonnet entre les mains, n'osant pas pénétrer dans le vestibule. Les enfants restaient dans la rue avec les femmes. Des jeunes filles souriaient de loin à Isco. Peter Bruin apporta une bouteille de genièvre et on trinqua. On félicita Alaya. Frère Jean Elizondo bénit tout le monde et remercia le Seigneur d'avoir guidé les pas du jeune homme. Isco, épuisé de tant d'honneur, se réfugia dans la chambre à l'étage. Quand le calme fut revenu, il descendit et s'assit à la grande table au milieu de la cuisine. Il regardait sa mère qui préparait la soupe de pois. Irons-nous à la veillée ce soir demanda-t-il. Tu sais que je n'aime pas ça. La maman de Carmelo y sera? Pas moi. Isco brûlait de lui demander pourquoi, mais le ton d'Alaya l'en dissuada. Depuis qu'au nom de sa curiosité il avait abandonné la princesse Christina, il se méfiait de ses propres élans. Il n'osait pas imaginer ce qui serait arrivé si le pasteur avait découvert son forfait. Ou pire, si Christina avait glissé hors du couffin. Elle aurait pu tomber de la falaise. Un passant mal intentionné aurait pu l'enlever. Ses deux jeunes sœurs jouaient en courant autour de la table lorsque son père pénétra dans la maison, comme poussé par la bourrasque qui soufflait toujours. Il portait son costume des jours de conseil. Manteau cape noire, bas de chausses claires, souliers de cuir noir à boucles, chemise et cravate blanche. La tempête faiblissait, mais frappait encore les façades de Saint-Jean. Pasquale mit sa cape à sécher sur le dossier d'un siège, dos à la large cheminée. La mine sombre de son père l'inquiéta. Depuis son retour au pays, son visage à l'épaisse moustache noire et aux favoris poivre et sel se creusait, faisant ressortir plus encore son nez qu'il avait fort. Pasquale contourna la table pour chuchoter à l'oreille d'Alaya. Elle continua de remuer le contenu du chaudron, mais le reste de son corps se figea. Ses yeux seuls cherchèrent ceux de Pasquale. Chez lui, nul muscle du visage ne tressaillit. Il approcha d'Isco, posa sa main sur son cou, le poussa doucement. « Monte dormir, ta journée a été longue et éprouvante. » Isco avait rejoint son lit depuis une dizaine de minutes lorsque la porte d'en bas claqua de nouveau. Une voix inconnue et masculine s'adressait à ses parents. Une voix trop portée à l'aigu, mais au relent cassant. Isco la trouva désagréable, mais à l'entendre, on soupçonnait une voix d'autorité. Dans le lit près de lui, ses frères et sœurs dormaient profondément. Intrigué, Isco ôta son bonnet de nuit et se glissa dans un recoin de l'escalier qui servait de remise et permettait, à travers les planches disjointes, de saisir la scène en contrebas. L'homme se tenait debout, de dos, une main appuyée sur une canne. Une longue cape noire le couvrait des épaules aux pieds, d'où des bottes de cuir noir dépassaient. Il remit son chapeau à trois bords pour finir de saluer Alaya qui quittait la maison. Pour aller où? La nuit venait de tomber. Isco ne comprenait pas. Pasquale raconta à l'homme le voyage en terre verte et à Stockholm. Isco apercevait maintenant de côté le long visage mangé par une barbe épaisse et bien taillée descendant jusqu'à la gorge.
Il se dit que ce visage ne collait pas à cette voix. L'homme écoutait, posant parfois une courte question pour se faire préciser un détail. Isco buvait les paroles de son père, mais s'étonnait de sa tonalité creuse, comme s'il s'exprimait à regret, sans y mettre la moindre parcelle de lui-même. Certains mots lui échappaient, mais Pasquale évoquait maintenant la présence de son fils à Stockholm, comme une simple anecdote, pour dire seulement qu'il avait fréquenté l'héritière du trône suédois. Pasquale relatait combien Isco savait la faire rire aux éclats, alors qu'elle passait pour sérieuse, trop sérieuse même, au point qu'Isco s'était rendu indispensable les jours suivants, appelé régulièrement à la cour. Pasquale ajouta que les observations minutieuses d'Isco sur le navire avaient profité à l'enquête. L'homme à la cape s'anima. Il exigea des détails et resta un long moment silencieux, plongé dans une apparente réflexion. « Amenez-moi votre fils, dit-il d'une voix brusque. Le garçon retint son souffle. Cet homme qui passait son père à la question et usait d'un ton autoritaire ne lui disait rien qui vaille. Sa voix lui déplaisait. Pasquale se leva et appela Isco. Celui-ci ne pouvait pas se lever sans que sa cachette soit révélée. On saurait ainsi qu'il avait espionné les deux hommes. Qui sait quelle serait leur réaction? Peut-être que s'ils ne répondaient pas, les appels cesseraient. Il doit dormir profondément, il a fait un long voyage, finit par dire Pasquale. Peut-être même dort-il chez son ami. J'insiste, mon cher d'Etcheverry. Êtes-vous sûr qu'il n'est pas là-haut? Cette voix encore. L'homme appuya sa requête d'un coup de canne brutal sur le sol. Un long silence suivit. Isco ne comprenait pas. Pourquoi Pasquale dit-il une telle chose? Il sait pourtant qu'il n'en est rien. Puis, en comprenant la réaction de son père, Isco se sentit blêmir. Il veut me protéger de cet homme? Ce dernier, justement, ne semblait pas vouloir se contenter de cette réponse. Il se leva. Quelque chose dans le comportement de Pasquale avait dû lui mettre la puce à l'oreille. Il regardait les escaliers et Isco se pétrifia. Son visage se couvrit de sueur. La nausée l'envahit. Il retint un hoquet acide. L'homme gravissait lentement les marches, sa canne à la main. Son père se tenait devant la grande cheminée, impassible. Isco ne le quittait pas des yeux. Pasquale viendrait à son secours. Il n'en doutait pas. Il ne pouvait le laisser entre les mains de cet homme avec sa canne. La porte du placard s'ouvrit. Isco ferma les yeux. Le coup allait lui fendre le crâne. Au lieu de cela, un rire de crécelle éclata à ses oreilles. « Quel merveilleux espion !» s'exclama l'étranger d'une voix aiguë et enjouée. Isco ouvrit les yeux. En bas, son père, mâchoire serrée, ne se réjouissait pas le moins du monde. L'homme l'attrapa par le bras et l'entraîna au bas des escaliers. Il s'assit, jambes écartées, les deux mains posées sur le pommeau en or ciselé de la canne, observant Isco qui se tenait entre les deux hommes. Pasquale n'avait pas bougé. « Quel merveilleux espion !» répéta l'homme. Il semblait perdu dans ses pensées, mais ne le lâchant pas des yeux. « Quel âge as-tu » Isco regarda son père. L'homme, à la cape, tapa de sa canne sur le sol. « Regarde-moi, dit-il d'une voix sèche. Tu peux me répondre sans rien craindre. Ton père t'y autorise. » Isco se sentit désemparé. Qui était cet homme aux petits yeux perçants qui parlait au nom de son père? Il avait mal à la nuque. La fièvre l'envahissait. Il frissonna.
Réponds, dit Pasquale. 13 ans, souffla Isco. 13 ans, reprit l'homme, et déjà un tel talent. Il se leva d'un coup. Je t'ai vu tout à l'heure, à la longue vue. C'est bien toi qui as sauvé de la vague la procession des pêcheurs. Avec Carmelo, et à l'aide de l'esprit qui m'a donné la faculté de sentir la vague, dit Isco, conscient qu'à trop se vanter, il perdrait le don. Modeste en plus, très bien. Alors, comme ça, la petite princesse de Suède t'adore, paraît-il. Voilà qui est intéressant. Mais d'abord, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Pierre de l'Ancre, juge au Parlement de Bordeaux. Et ton père me connaît bien, depuis longtemps. Isco sentit la sueur couler dans son dos. L'homme savait-il qu'il avait abandonné Christina? Se jouait-il de lui? Venait-il de Suède pour l'arrêter? Raconte-moi tout de Christina, de ce que tu as vu et fait. Le moindre détail est important. La voix désagréable et insistante qui neutralisait son père l'envoûta lui aussi. Par il ne sait quelle magie, Isco s'ouvrit à cet homme dont il se méfiait quelques minutes auparavant. Il lui dit les rires arrachés à Christina, mais aussi comment il avait eu un très court instant, à peine un instant, délaissé la petite Christina pour aller voir au plus près cet accident. Isco mentit un peu. Il avait le couffin à l'œil, toujours, et tant pis s'il ne pouvait justifier comment. Isco finit par se taire, n'osant pas regarder son père à qui il avait eu cette escapade coupable. De l'Ancre demeurait songeur, l'observant, le jaugeant peut-être. Sais-tu que tu as du talent? Isco ne comprit pas ce que l'étranger voulait dire. Voilà ce que tu vas faire pour moi, ou plutôt, pour le roi et pour l'Église, bien sûr. La voix aigrelette traçait un sillon dans le cerveau d'Isco. Les minutes suivantes lui parurent irréelles. Pierre de l'Ancre, juge à Bordeaux, affirmait donc qu'Isco possédait un don qu'il comptait faire fructifier. Le don d'observation, précisa-t-il, de discrétion aussi. Et cette modestie, un atout vraiment. Quelle belle combinaison que ces qualités réunies en un même esprit vif. Il observa Isco comme on jaugeait du bétail. Bon chrétien? Demanda de l'Ancre. Oui, évidemment, bon chrétien, avec un tel père. Toute sueur avait disparu. Les seuls frémissements qu'éprouvait maintenant Isco relevaient de l'excitation. Il ne comprenait pas encore où cet homme l'emmenait, mais il lui parlait d'une éducation à acquérir, de mettre au service de la foi ses capacités si particulières. Quelques heures auparavant, Isco rêvait encore avec Carmelo à leur avenir de harponneur. Et voilà que cet étranger lui parlait d'un intérêt supérieur. Pierre de l'Ancre avait raison. Isco était peut-être taillé pour ça. Plus il écoutait le juge, plus il se persuadait que le fait d'avoir abandonné Christina pour observer de près le Vasa était un signe. Il était déjà informateur sans le savoir. Son père gardait son air sombre, mais les encouragements de Pierre de l'Ancre rendaient Isco euphorique. Il avait bien agi et il avait un don. Le juge lui promettait une vie de service du bien. Pour commencer, tu devras acquérir une éducation. Tu ne seras pas un de ces vulgaires informateurs que l'on recrute parmi les gueux traînant dans la rue. Tu seras très spécial, Isco. Pierre de l'Ancre évoqua de fidèles confrères
dans la péninsule ibérique, dont l'amitié survivait à tous les troubles politiques. Car nous servons la même cause, comme ton père. Il regarda Pasquale avec un sourire figé et poursuivit. Tu iras au Portugal, où des braves navigateurs qui craignent Dieu ont ouvert les voies du Nouveau Monde. Ils t'apprendront les mystères des cartes et la passion du Christ. Leurs connaissances t'aideront à servir au mieux ton roi et ton Dieu. Iscro apprendrait à lire les cartes et, plus important encore, à les fabriquer. Cette connaissance lui ouvrirait des portes qu'il ne soupçonnait pas. Mais Pierre de l'Ancre se faisait fort de le guider au mieux. Ne t'ouvre pas à eux de ton dessein, mais ne t'inquiète pas, Isco, je serai ton ombre. Je te protégerai des esprits mauvais qui perdent les âmes et les hommes, tel un ange gardien. Isco exultait, guettait l'assentiment de son père. Pasquale regarda son fils, puis s'adressa à Pierre de l'Ancre. L'envoyer au Portugal comporte des risques. Le conflit entre Hollandais et Portugais va s'aggraver et ici nous travaillons avec les Hollandais. L'envoyer là-bas, c'est le jeter dans la gueule du loup. Au contraire, répliqua de l'Ancre, il ne soupçonnerait pas une telle audace. Et puis, j'entretiens les meilleurs liens avec quelques inquisiteurs de la péninsule. Faites-moi confiance, Pasquale. Lorsque Pierre de l'Ancre fut parti, la maisonnée resta prostrée. Pasquale ne prononça pas une parole. Lorsque Alaya revint enfin, Isco était déjà couché. Pasquale raconta l'entrevue. Isco sombra dans le sommeil sur les dernières paroles de son père. Cela fait 20 ans que l'on n'a pas vu la peste et ses malheurs ici. Mais la peste n'est rien à côté de cet homme. Rendez-vous demain pour découvrir le chapitre 7.